Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue à la librairie Gallimard. On est ravis d'accueillir, même de réaccueillir Gisèle Chaboudez pour son nouveau livre Féminisme et féminité aux éditions RS. Je salue aussi la présence d'Alain Vanier, directeur de la collection Figures de la psychanalyse, et également Pierre-Noël Pickman et Louis Raffineau qui vont présenter le livre et animeront le débat avec Gisèle. Voilà, je me tais, bonne soirée et merci à tous encore. Et évidemment, Gisèle fera des dédicaces à la fin de la soirée. Très bien, mais merci à la librairie Gallimard de nous accueillir toujours aussi chaleureusement et puis de nous permettre de nous promener dans des rayons remarquables. Les grandes librairies ne sont pas... Non, mais c'est vraiment... Il faut le signaler. Alors, Gisèle Chaboudez, on ne la présente pas, mais disons que voilà, on peut dire que depuis des années, tu creuses un sillon, tu as attrapé un objet que tu n'as pas lâché avec une ténacité... remarquable, avec des avancées à chaque fois sur cette question du sexuel, si compliquée, depuis le concept du phallus jusqu'à celui-ci, finalement, que tu as à chaque fois remanié, work in progress, formidablement très très riche, et de lire les étapes, en plus, les derniers n'invalident pas les précédents. Voilà, il faut quand même... Non, mais je le dis pour... C'est mieux, voilà. Alors, celui-ci vient après celui qui a inauguré cette collection, je dois dire, je suis assez fier, la collection Figures de la psychanalyse, parce qu'elle a publié son troisième ouvrage, des ouvrages de grande qualité. Le premier, évidemment, c'était Féminité singulière, de Gisèle, qui est un livre extrêmement intéressant sur ce plan-là. Il y a deux mots, féminité et singulière, qui contiennent une sorte de tension interne. Entre-temps, le livre de Vanina Micheli-Reichmann, Les nouvelles beautés fatales, qui est aussi un livre tout à fait remarquable. Et donc, maintenant, enfin, féminisme et féminité. Alors, au fond, ton travail tourne autour de cette question si compliquée, de ce que Freud a repéré et appelé le sexuel, avec tout et malgré les évolutions, la préface à la 4e édition des 3 essais, etc., reste toujours teinté d'une ambiguïté extrême. Et même si la psychanalyse n'a pas apporté une nouvelle technique érotologique, disait Lacan, tout tourne autour de ce malentendu du sexe ou du malentendu des sexes. Et ici, tu t'engages un peu plus, de façon même assez radicale, dans les débats contemporains, en abordant les féminismes, et tu vas carrément débattre avec Butler, Gail Rubin, Monique Wittig, Kate Millett, Simone de Beauvoir, mais aussi Virginie Despentes, enfin j'en oublie, mais vraiment un grand panorama de tous ces travaux contemporains, en repérant, alors en t'appuyant, alors à la fois c'est une discussion avec elle, avec tous ces travaux, mais aussi en repérant dans Lacan, le Lacan des formules de la sexuation et la suite, et même ce qu'il anticipait d'une certaine façon, d'où le sous-titre « Le tout et le pas tout ». Pierre-Noël Pickman et Louis Raffineau en parleront de façon plus détaillée. Et la suite de son enseignement, alors de ce que nombre de lacaniens, et aujourd'hui encore, je dirais presque la plupart, mais c'est pas vrai non plus, mais la grande partie, n'ont pas voulu ou n'ont pas su lire dans Lacan. Et au fond, les féminismes, parce qu'ils sont pluriels, et les mouvements actuels provoquent donc une nouvelle lecture de Lacan. Une nouvelle lecture de Lacan comme il nous a appris à lire Freud, c'est-à-dire non pas en exégète, ça il y a beaucoup d'exégètes freudiens, mais en interprète au sens analytique du terme. Et c'est au fond c'est la place un peu exorbitante mais assez radicale que Lacan avait dit dès les premiers séminaires qu'il comptait occuper par rapport au texte freudien. Le saisir comme une parole qui est adressée. Au fond, le saisir comme un témoignage du propre parcours analytique de Freud. Voilà, donc un livre très important, original, qui ouvre une voie différente dans une période où on est toujours dans des débats binaires, surtout sur ces domaines qui sont extrêmement clivants, où il est devenu très difficile de débattre, de disputer au sens noble du terme, au sens fort du terme, parce qu'à un mot, on a eu l'expérience
pas en France, mais dans certains autres pays, mais on l'a en France aussi. Un mot peut aussitôt vous désigner comme la cible, la figure à rejeter, etc., sans qu'on entende quoi que ce soit de ces débats et de ces travaux d'élaboration qui sont des freillages très importants sur les féministes, donc qui sont des mouvements extrêmement importants. Voilà, donc j'avais juste ça à dire pour ouvrir le débat, et on va continuer tout de suite. Merci infiniment. Par les intervenants. C'est une parole très juste. Alors, dans son dernier livre, Féminisme et féminité, avec le sous-titre qu'il ne faut pas oublier, le tout et le pas tout, eh bien, Gisèle Chaboudès continue sa lecture éclairée des séminaires de Lacan pour en extraire sa dernière théorie du sexuel, celle où Lacan invente la notion de patou pour mettre en évidence et écrire par la logique, et ça c'est important aussi, le réel du sexe. Là où la logique oedipienne, découverte par Freud, ne pense qu'à partir de l'un et, au fond, est faite pour ne rien en savoir. C'est que, disait Lacan, le réel, non seulement il faut le dire, mais il faut aussi l'écrire, d'où la logique, le recours à la logique. Cette élaboration par Lacan d'une nouvelle logique, comme le signale Gisèle dans la première partie, qui est intitulée « Vers une nouvelle logique en psychanalyse », c'est le titre absolument juste en effet, à la fois, donc cette élaboration par Lacan, à la fois s'origine dans la découverte freudienne, et même je dirais dans le tout premier Freud, et en même temps s'appuie sur les points d'achoppement de la théorie freudienne, que Freud lui-même avait signalé dès les années 30, pour frayer la voie vers l'écriture donc du réel du sexe. C'est là, me semble-t-il, le fil que Gisèle suit depuis un certain nombre d'années, Alain vient de le souligner, pour penser, mais en psychanalyste, le sexuel, à l'aune des nouvelles formes de sexualité et d'interrogation sur le sexe qui apparaissent dans nos sociétés et font débat. Dans ce livre, donc, c'est à l'aune des discours féministes, dans la diversité et la généralité de leurs théories. Alain a énuméré, je n'ai pas le temps d'y revenir, sur chaque discours féministe, mais tu as énuméré tous les noms des grandes féministes qui figurent dans ce livre. Ces discours féministes ont toujours, depuis Freud, accompagné, pour les critiquer, voire les dénoncer, les théories sexuelles de Freud, puis de Lacan. Et Gisèle montre la pertinence et le neuf apporté par la logique du patou aux théories sexuelles qui se déploient, je dirais tous azimuts, dans la doxa. Cela en fait un livre original. J'ai aussi le même sentiment que toi, Alain. Cela en fait un livre original et je trouve courageux, car il reprend, pour les problématiser autrement, les théories féministes anciennes et actuelles qui s'appuient sur la psychanalyse, parfois dans un dialogue critique mais fécond, parfois dans une opposition cinglante, où les arguments avancés reposent le plus souvent sur une franche méconnaissance et de l'inconscient, et des théories analytiques, et de la pratique des analystes. Il faut quand même le souligner. Disons que les relations que les discours féministes entretiennent avec la psychanalyse sont le plus souvent empreints des plus grands malentendus. C'est que la logique de l'inconscient que Freud a constatée, qu'il a relevée à l'orée de la découverte, dévoile que l'inconscient, qu'il soit logé dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, fonctionne à la suppléance phallique, laquelle masque et dévoile en même temps le trou du refoulement originaire, mais au prix de construire une logique binaire et classificatoire, censée énoncer une loi sexuelle universelle, répartissant les hommes et les femmes selon le critère d'avoir ou pas le phallus, les hommes n'étant pas sans l'avoir, tandis que les femmes
par opposition, binaire donc, ne l'ayant pas, n'aurait pas d'autre choix que de l'être pour le désir de l'homme. C'est quand même un thème qui parcourt tout le livre. Donc, écriture même du ratage de la relation sexuelle du couple homme-femme, en même temps que d'une norme sexuelle, puisque, comme le souligne si justement Gisèle, il s'agit d'une relation où l'un qui a jouit de l'autre qui l'est, plutôt que d'une relation censée permettre que l'un jouisse avec l'autre. Tu soulignes bien cette différence, en effet. Alors je cite Gisèle, cette substitution d'un jouir d'eux au jouir inscrit la politique de l'inconscient, la grammaire politique au corps même de la jouissance sexuelle, et elle inscrit la jouissance sexuelle au cœur du politique. Page 118, donc ça pourrait faire l'objet en soi d'un débat, vraiment. Voilà, c'est qu'en effet, on ne peut qu'être frappé par la concordance qui existe entre cette logique de l'inconscient, disons-le carrément sexiste, et le patriarcat. Le livre de Gisèle y revient à plusieurs reprises, et donc je vais vous lire là un tout petit morceau pour vous faire entendre aussi le style, le style de Gisèle. Voilà, donc c'est une page et demie. Voilà. Parmi les critiques adressées à la psychanalyse par les discours féministes figure en bonne place le reproche de ne pas avoir vu que les positions sexuées qu'elle décrit dans l'inconscient ont une dimension politique, puisqu'elles se réfèrent pour beaucoup à la loi sexuelle alors en vigueur, définissant l'homme comme ce qui a et a ce qui est. Un large débat n'est pas encore clos entre l'idée que la logique sexuelle observée dans les constructions de l'inconscient engendre celle des discours et des lois, position qui a été celle de la psychanalyse, ou à l'inverse, la supposition que ces lois infléchissent ou commandent le discours de l'inconscient, position des discours foucaldiens et féministes. Vous savez à quel point, en effet, il y a des débats autour de ces questions-là. Je continue. S'agissant de savoir si l'inconscient a fabriqué l'idéologie sexuelle des discours, ou s'ils ont transmis leur idéologie à l'inconscient des sujets, ce questionnement sur la cause première s'est amplifié depuis les premières élaborations psychanalytiques. Beaucoup ont opté pour le second cas, considérant que c'est du fait du contexte culturel des sociétés patriarcales que les logiques phalliques du nom du père ont fait entrer de force tout le féminin dans leur fonction et celle-ci dans l'inconscient. Laissant entière la question de ce qui engendre cette logique phallique, selon un système où le statut de l'homme implique de disposer de la femme, comme il attribue à Dieu de disposer de lui. On ne peut pas cependant répondre à une telle question sous la forme de cette alternative simple, se demandant si l'inconscient a produit cette hiérarchie entre les sexes ou si, fondée par les lois du discours, elle se reproduit dans l'inconscient de chacun. Une incidence de l'inconscient est à l'œuvre dans les deux cas, et la réponse nouvelle en psychanalyse est que l'inconscient, dit collectif, et l'inconscient singulier sont la même chose. Lorsque Lacan énonçait que l'inconscient, c'est le politique, je crois que c'est le thème de notre prochain colloque. Oui. C'est la Oui, mais j'ai corrigé plus tard. Lorsque Lacan énonçait que l'inconscient, c'est le politique, cette formulation condensait à l'extrême la supposition que son écriture continue, qui chiffre en une réalité sexuelle concernant les sujets, est la même qui, au sein des communautés de discours, construit les lois sexuelles. Et cela peut commencer à se concevoir à une certaine échelle, dans la mesure où cette articulation intime du sexuel et du politique dans le processus de plus de jouir, le tenant lieu suivant une perte de jouissance dont se forme l'objet féminin de la loi sexuelle, en constitue un éclairage autant qu'une raison. Voilà. C'est quand même une thèse là soutenue dans ce livre. Alors évidemment, avec une telle logique de l'inconscient, on peut comprendre que les féminismes successifs n'ont pas manqué de dénoncer cette politique de l'inconscient qui unilatéralise la castration du côté des femmes
et font entendre qu'en être réduite au statut d'objet pour le désir masculin, eh bien, les femmes ne seraient pas sujets à part entière. Évidemment, là, on pense à Simone de Beauvoir, hein, et à toute sa démonstration, cette plainte qu'elle a, que, en effet, la femme ne serait pas un sujet à part entière. C'est pourquoi il est tellement important de rappeler, pour le faire savoir, que le savoir de la psychanalyse ne s'est pas arrêté à cette logique, qui est la logique toute phallique de l'Oedipe, même s'il a d'abord fallu la déchiffrer, cette logique, hein, c'est Freud qui l'a fait, et que Lacan, dès les années 60, en a montré la limite en promouvant une autre logique, celle du patou, précisément, qui alors Gisèle, là c'est une question, tu dis s'oppose, voilà, s'oppose hein, à la logique toute phallique. Alors voilà, c'est une question parce que je ne sais pas si elle s'oppose, car l'opposition est toujours binaire. Plutôt, me semble-t-il, elle objecte au tout phallique en montrant logiquement la limite, et là où le tout phallique trouve sa limite, justement, s'ouvre un autre champ, celui d'une jouissance hétérogène à la jouissance phallique, que Lacan a désigné comme jouissance supplémentaire, et non pas complémentaire, hein, et féminine, même si elle ne concerne pas que les femmes, de ce qu'elle ne relève pas du signifiant phallique, et parce qu'elle outrepasse, eh bien, je dirais qu'elle relève de l'hétéros. Elle s'appuie sur le vide de l'hétéros. Alors, le livre de Gisèle fait une lecture souvent détaillée des thèses de Lacan, sorte de mythe lacanien, parfois surprenant, qui ont émaillé son élaboration des formules de la sexuation et de la notion de patou, en rapport avec leur portée féministe. Alors j'ai relevé l'invention du langage par les femmes pour suppléer au rapport sexuel, la nécessité logique de la grammaire sexiste de l'inconscient pour masquer qu'il est plutôt question du manque fait à la jouissance, du fait de la détumescence de l'organe sexuel mâle, dont tu fais en conséquence l'origine biologique de la castration. Voilà. Autrement dit, tu rebalance la castration, si j'ose dire, du côté des hommes, ce qui paraît d'ailleurs assez... C'est une citation. Hein. Oui, c'est mais d'accord, c'est... hein. Oui, tout à fait. Mais si tu l'as reprise, c'est oui. qu'elle te, mais c'est bien qu'elle sûr, te parle. Hein, bien sûr, voilà, mais je veux dire, je ne puis pas oui. en assumer la paternité. Non, j'ai dit que c'était les mythes, hein, les mythes de Lacan que tu relèves. Il y en a un autre, je l'ai pas, j'ai oublié de le prendre. Je sais qu'il y en a 3, mais je ne sais plus quel est le 3e. Tu nous le diras peut-être. Alors, il y a cette idée que je trouve vraiment intéressante, que la logique du patou serait le discours féministe de la psychanalyse. Est-ce qu'on devrait l'inscrire dans le large éventail des discours féministes? Mais alors, à contrepente de tous les autres discours dont tu nous dis, thèse à l'appui, qu'ils relèvent tous de la logique toute phallique, car ils n'échappent pas au binarisme, ils y retombent nécessairement, tantôt sur le mode universel de la revendication égalitaire, tantôt sur le mode essentialiste qui tend à constituer un tout des femmes pas phalliques. Freud, déjà en 1918, rappelait que si la femme est autre, avec un grand A, que l'homme, et qu'à ce titre, elle peut lui sembler étrangère et ennemie, eh bien, il ne fallait pas oublier qu'elle n'était jamais toute autre. Pour Freud, d'ailleurs, les filles sont d'emblée des sujets à part entière, au même titre que les garçons. Elles sont dans le phallique comme les garçons, sans que cela les transforme en garçons. Car pour Freud, le phallique n'a pas de sexe. D'emblée, il le dit. Ensuite, il l'oublie. Il pense que le phallique est masculin, et donc il dit que la petite fille est comme un petit garçon. C'est ça. Voilà. Il Mais oublie. c'est avant, au fond, c'est parce qu'il construit l'Oedipe à partir de, en se référant à l'Oedipe des garçons. Et quand il va élaborer la sexualité féminine, il revient là-dessus. Il ne dit plus du tout la même chose. Et donc, il retrouve en effet que le phallique n'a pas de sexe. Il le retrouve au cours de son élaboration de la sexualité féminine à la fin des années 20.
Alors en 1932, il réaffirme la phase phallique de la fille, et donc il en conclut que la libido n'a pas de sexe, elle est asexuée, écrit-il. Ce que Lacan reprend en 72 dans l'Étourdi, le phallique ne les fait pas différents. Alors je me suis posé la question de savoir, au fond, pourquoi tu as préféré écrire que le phallus est bisexuel. Au fond, qu'est-ce que ça apporte? Voilà, je voudrais que tu nous éclaires là-dessus, parce que c'est vrai que les conséquences ne sont pas les mêmes. J'ai pensé que si tu choisissais ce terme plutôt que de dire qu'il était asexué, c'est sans doute que ça avait des implications pour toi, ce que j'aimerais connaître. Alors, donc je vais peut-être, j'ai passé la phase phallique de la fille. J'ai une dernière... voilà, voilà, une dernière... j'ai eu un intérêt très grand sur ce que tu appelles le tressage de l'amour par une femme, évidemment. Donc ça, c'est dans la dernière partie du livre. Au fond, tu nous dis qu'à rencontrer au-delà du phallus la dimension du patou, eh bien, c'est ce qui permettrait à une femme de consentir à se faire objet pour le désir d'un homme, eh bien, de ce qu'elle en a expérimenté le statut de semblant. Il s'agit là, évidemment, de ne pas être dans la position, d'être dans cette position de savoir que le père comme le phallus sont des semblants. Alors tu dis, et c'est là qu'est son œuvre, en somme, dans l'amour, là que dès lors qu'elle ne veut pas toute ce phallus, une femme peut laisser place en supplément à autre chose, par quoi elle est à même d'effectuer par ailleurs un certain nouage concernant l'union sexuelle. C'est cette part précisément qui permet parfois de tresser dans l'amour un rapport sexuel effectif de deux jouissances et non d'une seule et son objet, un deux du sexe que le discours ne comporte pas. Donc je viens de citer là le livre. Alors évidemment, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette part qui permet de construire la tresse de l'amour. Et je dirais d'autant plus que tu dis que dans ce cas, citant Lacan, ce sont elles qui ont les hommes. Oui. En reprenant l'expression de Lacan, car le mode de jouissance consiste à pouvoir jouir de l'autre comme corps, jouir d'avoir cet homme, alors que le mode de jouissance masculine ne le peut pas, rivé qu'il est à la jouissance de son organe. Voilà. Alors, pour conclure ce court exposé, je vais à nouveau lire un tout petit passage, enfin un petit passage du livre, voilà, que j'ai trouvé à la fois... c'est le début de la conclusion, j'ai trouvé que ça résumait bien la pertinence de ton livre, et en même temps, une fois de plus, ça fait entendre ton style. Et puis je suis absolument d'accord avec ce que tu écris là. Se rompre à la logique du patou, en effet, il faut s'y rompre à cette logique, ouvre une conception inédite de ce qui est à l'œuvre dans le féminin et au-delà, dans ce qui se réalise hors discours, sans affleurer dans les dits. Elle n'est pas l'énigme que l'on croit, ni ce qui veut dire un peu moins que tout. Elle se tient entre des positions contradictoires qui y alternent sans s'annuler, voire dont l'économie se renverse l'une dans l'autre. Quand la pensée psychanalytique n'épelait sur le féminin que le tout d'une fonction phallique, extraire des dessous d'un discours où le christianisme la maintenait active, nombre de réponses ont jailli pour le refuser, ce qui se conçoit. Comment pouvait-on accepter que la femme, la mère, se résume dans le savoir à cet être castré et assujetti que l'inconscient épelait en redoublant la grammaire des lois? Jugeant que l'inconscient était tout cela et rien que cela, les premiers féminismes se séparèrent d'une psychanalyse qui semblait simplement énoncer la loi
après avoir levé l'espoir d'un autre savoir. On ne concevait pas alors que, hors du discours, puisse se déterminer une part supplémentaire du réel, puissante. On refusait ce qui ne parvient pas au discours, en le laissant ainsi déployer son omnipotence qui fait loi, l'aliénation qui ordonne, l'assujettissement qu'il déploie. L'invention de cette logique nouvelle permet de penser un domaine beaucoup plus vaste de l'action des corps parlants et de leur mode de jouissance, un mode d'efficace qui intervient sur les discours depuis leur dehors. Voilà. Alors, parfois, il m'arrive de dire que le patou, c'est ce qui fait que le féminin a cessé d'être muet. Je me dis que tu dis, enfin, avec d'autres mots, bien entendu, c'est aussi ce que tu dis. Juste un petit mot. Vraiment, c'est un bonheur d'être lu ainsi, avec cette attention, avec cette rigueur. Voilà, j'en suis donc très très heureuse. Alors, je reviendrai tout à l'heure dans le débat sur le fond des questions posées par Claude Noël. Juste 2 points, parce que c'est 2 points très simples. Je suis d'accord avec ces remarques. Le phallus bisexuel, je n'avais pas de raison majeure d'utiliser ce mot. C'est parce que chaque fois que j'utilisais le mot ambocepteur, qui était repris évidemment de Lacan, on me répondait que ça n'avait pas de sens, ça ne prenait pas de sens. Bisexuel, ça prend sens pour tout le monde. C'est une concession peut-être regrettable, mais c'est une concession à l'actuel, sans aucun doute. L'autre point, c'est l'opposition. Tu as tout à fait raison. Je ne parle jamais et je n'entends pas tout à fait opposition dans le sens que tu dis, c'est-à-dire quelque chose en miroir. En tout cas, on est absolument d'accord sur le fait que l'objection d'une féminité, disons, donc du patou féminin, n'est pas à la fonction phallique. Elle est au fait d'être totalement dans la fonction phallique, c'est pas du tout la même chose, et qu'en ce sens, ça n'est pas une opposition, si on veut, au sens de, ça n'est pas une dénonciation, jamais. Non, ça, je suis d'accord. Peut-être on passe maintenant la parole tout de suite à Louis, et ensuite on reprendra ces enjeux. Tu as bien souligné vraiment les enjeux à venir, parce que c'est pour demain, ces enjeux-là. Oui, vas-y. Alors moi je vais avoir un discours, j'essaye de m'adapter aussi à la présentation de Claude Noël et ce qu'elle a pu déjà un peu en tirer. D'abord, je trouve que c'est un livre qui est très efficace. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble, c'est-à-dire que Gisèle, elle ne perd pas de temps. C'est programmatique, et le plan lui-même vraiment du livre, c'est-à-dire la façon dont le texte est construit, ce qui est important quand même à un moment donné, justement il donne un programme et il donne à voir aussi la façon dont c'est un sujet qui a été mûri et qui a été mûri de longue date, c'est-à-dire que oui, on présente un livre, mais on présente à un moment donné quand même une œuvre et un travail qui est là et qui s'inscrit dans une continuation, et c'est peut-être même ce qui va enrichir les questions que je vais vous poser après, c'est-à-dire quelle est la suite, quoi. Bon, mais sans trahir, sans arriver directement à ces points croustillants, on va s'en tenir à quelque chose d'un peu plus formel. Bon, donc s'agissant des choses un peu plus formelles, donc le livre il est réparti en 3 parties. Effectivement, une partie qui concerne, comme Claude Noël l'a précisé, qui tourne autour de ce que c'est qu'une logique. Et c'est un point important, parce que c'est ce point qui cristallise la possibilité d'une objection à ces velléités notamment identitaires que l'on rencontre, mais qu'elles touchent à la question du genre, ou d'ailleurs qu'elles concernent l'identité de manière plus générale. C'est-à-dire que ça dit à un moment donné, nous, dans un positionnement qui est un positionnement, à défaut, on le mettra entre gros guillemets, mais professionnel, et un positionnement de clinicien, on observe qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qu'on appelle une logique. Indépendamment de ce qu'on pourrait désirer au café avec ses copains, indépendamment de ce qu'on voudrait et puis comment on voudrait s'inventer, ce qui n'invalide pas l'intérêt et l'importance de cet imaginaire qui se déploie. Mais sauf que c'est à replacer aussi dans un cadre qui vient en discours et vient aussi en discussion, en dialogue avec ces constats de cliniciens aussi, et ces constats aussi dans le cours d'analyse, de cure, sur des années et avec des problématiques différentes. Alors pourquoi je vous dis ça ?
Je vous dis ça parce qu'il me semble, et ça me permet de le préciser un peu, que ce livre, il s'inscrit quand même dans un contexte qu'il faut un tout petit peu fouiller. Là, on l'a explicité parce que assez vaguement et assez rapidement. Évidemment, c'est un sujet qui est compliqué à traiter, c'est un sujet qui est extrêmement inflammable, qui déclenche beaucoup de passion, qui s'organise sur des groupuscules, sur presque des influences discursives nombreuses. Et donc, c'est difficile dans la position d'intellectuel, et de surcroît peut-être de psychanalyste, d'arriver à proposer des échanges, proposer même peut-être des hypothèses. Bon. L'intérêt de ce livre, c'est justement, déjà, effectivement, comme Alain l'a rappelé, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une polémique, et ça c'est dès le début, c'est dès l'introduction, c'est-à-dire vous avez ce pas, justement, ce pas de côté. Vous comprendrez déjà que dans la forme, dans la façon dont c'est construit, on est au cœur du problème, c'est-à-dire comment, en tant qu'analyste, on ne répond pas, paradoxalement, et en même temps, on écoute, et on est attentif à une parole que, sans la mépriser, et sans justement la museler, on invite à se déployer différemment, à créer du tressage, justement. Donc, ce livre, il y réussit. En tout cas, là-dessus, j'ai d'une part rien à redire, et à vrai dire, je crois que c'est quelque chose, j'espère que vous lirez la même chose que moi de ce point de vue-là. Il invite à du dialogue, il invite à de la discussion, et il invite à de l'ouverture. Mais il invite à de l'ouverture à partir d'un point de vue qui est effectivement relativement clair, c'est-à-dire, c'est le corollaire, ce livre a des bords. Les bords de ce livre, c'est effectivement le fait que, à partir de la question de la logique, se déploie tout un champ de concepts sur lesquels, Gisèle Chaboudez ne lâche pas. Dans une référence lacanienne, certes, mais je pense que c'est avant tout une référence de clinicienne et d'analyste qu'il y a derrière. Bon. Donc, voilà, ça c'est quand même pour moi la première chose, c'est que c'est un livre qui est efficace et c'est un livre qui est très cadré, qui nous invite à un débat qui est canalisé. C'est plutôt bien quand justement on se confronte à des débats sur ces terrains-là où personne ne prend la parole ou alors tout le monde se coupe les uns les autres et finalement on ne sait plus de quoi on parle. Donc ça pose les choses de manière sereine. Ça c'est la première chose. La deuxième, donc dans cette continuité, donc on commence par la question de la logique qui cadre tout ça. Et puis on continue, et effectivement là il est question des féminismes du tout, tel que justement Gisèle Chaboudez le pose. Ce qu'il y a d'intéressant, et là encore, peut-être même plus que dans la première partie, dans cette seconde, c'est que, une fois de plus, c'est magnifiquement efficace. C'est magnifiquement efficace parce qu'elle va vous décliner, les uns à la suite des autres, tous les problèmes que rencontre la psychanalyse. Elle commence par la discussion entre Karen Horney et puis Lacan sur la question de l'envie du pénis. Mais elle y va, hein. C'est-à-dire qu'elle y passe pas 30 pages. On pourrait faire un livre sur ce problème-là. Et des fois, on lit Gisèle Chaboudez, on se dit eh ben elle y arrive. Elle arrive à tenir sa discussion, elle arrive à ce que ça ne glisse pas, elle arrive à ne pas nous laisser trop sur la fin, un petit peu quand même, heureusement. Mais pas trop, justement. Elle arrive à faire en sorte, justement, de nous parler de l'envie du pénis dans un premier temps, nous remettre dans le contexte historique qui a été celui justement de la controverse avec Karen Horney. Elle arrive à faire le lien avec Simone de Beauvoir ensuite. Elle arrive ensuite à aborder Judith Butler et la question du phallus lesbien. Elle arrive à décliner comme ça, justement, à créer presque une grammaire, pour ainsi dire, puisque c'est le terme qui revient presque autant que celui de la logique. Une grammaire de cette problématique-là, paradoxalement, ou je ne sais pas d'ailleurs si c'est si paradoxal, mais en tout cas en parlant de ces féminismes du tout. Donc elle y applique sa propre grille de lecture, ou en tout cas, je dirais plutôt sa sensibilité clinique et sa sensibilité d'écrivaine, on va dire ça comme ça. Bon. Ça c'est la deuxième partie qui, donc, encore une fois, est très efficace. La troisième, on arrive directement dans le cœur de ce qu'elle aurait à nous proposer, bien qu'elle nous en a déjà proposé pas mal, c'est-à-dire justement quel est l'enjeu de ce patou. Cette dernière partie est, en tout cas ça a été mon point de vue, beaucoup plus difficile d'accès. Beaucoup plus difficile d'accès parce que le référentiel à Lacan, je pense, peut en refroidir certains. Je le dis comme moi je l'ai ressenti, effectivement,
où ça demande une axiomatisation et une capacité à pouvoir lier les concepts, où effectivement, parce que ça a été aussi son ambition, c'est-à-dire de ne pas nous laisser, de pas nous faire 500 pages dessus. Donc elle est au cœur des discussions, elle est au cœur des propos de Lacan à certains moments, et effectivement là ça nous demande de la suivre, et de la suivre, j'aurais bien aimé envie de dire page à page, mais c'est parfois paragraphe à paragraphe, vraiment. C'est gage d'une qualité, mais cette densification du discours est notable. Bon, ça c'est ce qu'il en est pour la structure du livre lui-même. Il me semble que ce livre, il part effectivement d'une phrase bien connue de Lacan, qui est celle de dire « la femme n'existe pas ». Pourquoi ça part de là? Parce que c'est dans cette phrase-là que se loge toute la conception du tout. Ou plus exactement, c'est là où se loge tout le pas de côté de Lacan par rapport à ce que c'est que cette conception du tout, qui au-delà du concept est en fait une chose très simple. C'est quoi cette chose très simple? Comme nous le dit Foucault dans une conférence que je vous invite vraiment à... D'ailleurs, c'est pas une conférence, c'est une discussion avec Alain Badiou qui s'intitule « Philosophie et psychologie ». Il revient sur le changement paradigmatique dans l'œuvre kantienne à la suite d'un livre qui s'appelle « L'anthropologie d'un point de vue pragmatique ». Et il dit, là, on a eu un problème à partir de Kant, parce qu'une des questions qu'il a signées à la philosophie, c'est de dire qu'est-ce que l'homme. Donc, cette question-là, c'est l'entrée en scène dans le monde intellectuel du problème de l'universel. Jusqu'à présent, c'était un problème de métaphysique. Et là, maintenant, ça concerne tout. Ça concerne la philosophie politique, ça concerne la philosophie morale, c'est-à-dire que ça vient contaminer tout le débat culturel qui peut se passer en Occident. Donc, on est embêté. Clairement. Il dit ni plus ni moins que ça, Foucault, qu'on est embêté à partir de ce moment-là. Parce qu'on va devoir faire avec ce truc, cet ensemble qui est en fait un ensemble vide, c'est-à-dire cet homme avec un grand H, qui comprend tout et rien. C'est ça le tout. Et le tout, il s'est construit sur cet amalgame entre justement ce grand ensemble universaliste, cet homme avec un grand H, et le masculin. C'est là, évidemment, où là, il y a eu un glissement qui était problématique. Et ce glissement, c'est ça qui construit la loi patriarcale. C'est exactement ce glissement. Donc, Gisèle Chaboudez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle revient en arrière, un peu comme Foucault, mais après avec des applications un peu différentes. Elle dit non, pas si vite. Le masculin, c'est pas l'homme. Donc le tout, ça existe. Mais sauvez-les hommes aussi, parce que c'est un livre qui, paradoxalement, est aussi, d'une certaine manière, pour le masculin, si je puis dire. Ou en tout cas, disons, en honneur d'un certain positionnement d'un homme et des hommes. Pris isolément, je pense là à des analysants, je pense vraiment à cette position qui est une position de filiation et d'embarras par rapport à la masculinité de certains hommes tels qu'ils s'expriment dans nos cabinets respectifs, où on voit que la position de domination patriarcale et de la rabattre sur le masculin, c'est pas si simple, heureusement. Parce qu'effectivement, dans le patriarcat, ce dont il est question, c'est de la loi du père. C'est ça qui va en tout cas organiser une question que je vais poser tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien vous faire entendre à quel point il me semble vraiment judicieux de repartir là, de repartir à cette question du tout, c'est-à-dire paradoxalement, c'est un livre qui parle du pas tout, mais qui explique véritablement que le problème à la fois philosophique et psychanalytique, c'est cette question du tout et la façon dont on s'en saisit et la façon dont on construit un discours psychanalytique sur ce problème-là, ou avec ce problème-là. Bon. Ensuite, j'essaye aussi d'adapter un petit peu la présentation par rapport à ce qui a déjà été dit de Claude Noël. Il y a un passage qui m'a quand même qui a vraiment retenu mon attention, où clairement elle mettait, je ne sais pas si elle mettait dos à dos, mais en tout cas elle énonçait beaucoup plus frontalement les enjeux d'un débat avec les théories du genre. Et notamment, effectivement, comment on pouvait répondre d'un discours de la psychanalyse face à la démarche constructiviste qu'a rappelé un petit peu Claude Noël Pickman. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est questionné ? C'est comment nous, dans une position d'analyste, on arrive à ne pas lâcher sur quelque chose de la logique sexuelle, observé dans les constructions de l'inconscient, et en même temps, comment on arrive à répondre à la façon dont ces lois de l'inconscient, supposément, elles ont été construites.
peut-être que ça vous le savez, c'est évident, cette question elle vient d'un problème en psychanalyse qui est posé au premier chapitre de Psychologie des foules et Analyse du moi. Pourquoi ? Parce que Freud il dit bon, l'individuel et le collectif c'est la même chose. Mais c'est la même chose dans quel sens ? Enfin, c'est quoi ? C'est que l'individuel se déduit du collectif ? C'est que le collectif se déduit de l'individuel ? Ça marche dans quel sens ? C'est tout le problème de cette formulation, justement, qui donnera lieu à des échanges sûrement passionnants, justement, dans le colloque, c'est-à-dire l'inconscient, c'est le politique. C'est un problème qui, au sein même de la psychanalyse, et je dirais d'espace analytique, puisqu'il est question ici, à travers Zafiropoulos ou Paul-Laurent Assoun, des fois aussi d'avancer la pertinence d'une anthropologie psychanalytique, c'est la question que ça pose. Est-ce qu'il y a une anthropologie psychanalytique ? De répondre, de dire, nous, on tient à la question des logiques sexuelles observées dans la construction de l'inconscient, c'est quand même implicitement de dire, a priori, on ne s'occupe pas d'anthropologie psychanalytique. Bon, c'est discutable, c'est questionnable, mais c'est important. Et c'est peut-être important d'autant plus face à des gens qui revendiquent un point de vue qui est celui justement d'une analyse à la fois de philosophie morale et une analyse anthropologique. J'ajouterais une deuxième chose, qui est une chose qui, pour moi, a de l'importance. Il y a un enjeu dans ces débats, avec notamment les théories du genre, c'est un enjeu qui est un enjeu temporel. Cet enjeu temporel, il finit par être donc un enjeu idéologique. On se confronte à des discours, je dis on se confronte parce que souvent c'est de l'ordre de la confrontation, parfois et heureusement c'est de l'ordre du dialogue, mais à des positionnements qui chercheraient à nous faire comprendre ce que devrait être la logique intellectuelle, consciente ou inconsciente, des gens qui viennent nous voir. Et à bien des égards, je souhaiterais que ce dont ils parlent soit demain la logique qui se déploie dans nos cabinets, lorsque justement on continuera et qu'on fera de nouvelles cures. Mais la réalité aussi de notre positionnement, c'est un positionnement qui doit être inscrit dans un présent de la clinique, et donc dans sa réalité effective. C'est-à-dire une manière de répondre à ces gens-là, de dire oui, bien sûr, là c'est un programme de société, ce que vous nous proposez, et évidemment que ça a lieu d'être considéré. Maintenant, nous, ce qui fait qu'on s'attache à ces logiques, c'est que pour l'instant, par rapport à la clinique qui est la nôtre, on constate encore ce type de mécanisme, et on a accès à une certaine synchronie d'un positionnement qui fait que les théories du genre sont à interroger dans une perspective qui n'est pas encore de fait dans la clinique. Bon, ça c'était le corollaire de ce que je voulais dire. Je vais terminer juste par lire 3 petits passages qui pourront peut-être faire l'objet. Moi, ce que j'avais un petit peu proposé à Gisèle, c'était éventuellement qu'elle puisse soit les commenter, parce qu'il me semblait judicieux par rapport au texte, soit tout simplement, s'il n'y a pas lieu et que c'est suffisamment clair, ce qui me semble être le cas aussi, mais de passer directement aux questions. Bon, ces 3 petits passages, le premier il situe page 51. Il concerne le sexe et le genre. Vous allez voir, ça va être un peu une redite ou alors des notes de bas de page par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, je vous cite, « Il n'est pas exact que sexe et genre soient totalement indépendants, ils ne sont que partiellement. Il n'est pas exact que la position sexuée ne soit que politique, elle fait aussi l'objet d'un choix subjectif inconscient. » Vous remarquerez que toute l'importance du positionnement de Gisèle Chaboudez se situe dans le « aussi ». Donc je redis cette dernière phrase, « Il n'est pas exact que la position sexuée ne soit que politique, elle fait aussi l'objet d'un choix subjectif inconscient. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, la responsabilité est là et est engagée justement à la fois dans notre positionnement professionnel et aussi par rapport à ces enjeux et ces questions. Donc première petite citation. Deuxième petite citation qui concerne le phallus. Lacan a montré que le concept de phallus se répartit entre les deux sexes, mais non sur le mode logique, puisque l'une des logiques sexuées, qui a été définie comme celle de l'homme en tant qu'universelle, est toute ou seulement phallique, quand l'autre logique, qui est le fait de nombreuses femmes, ne l'est pas toute ou pas seulement. Bon, ça vient reprendre exactement ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure concernant le tout, c'est-à-dire que justement, les femmes ont été... C'est à la fois un avantage d'une certaine manière, mais elles ont été aussi préservées de cette logique universaliste.
Comme disait Deleuze, il disait que l'homme, c'est l'échelle de toute chose. C'est exactement ça. C'est donc des fois aussi ce qui fait que le masculin, quand on les voit, on voit des petits garçons sur nos divans qui sont bien embarrassés à pas savoir quoi faire avec ce masculin dont on les affuble, dont on les responsabilise. Enfin, bon, donc c'est-à-dire qu'ils sont complètement rejetés de cette position de masculinité. Ou plus exactement, ils sont soit rejetés, soit punis, soit amenés à devoir faire leurs preuves constamment par rapport à un objet dont ils ignorent le contenu. Alors la troisième citation, elle concerne quelque chose que je vais pouvoir continuer sur une de mes questions, concerne le père mythique. Il est apparu clairement que notre société est celle qui ne veut plus du père mythique, dont la croyance est en fort recul, de sorte qu'elle n'est plus véritablement organisée selon l'universel d'un sexe qui a et l'autre qui est, même si cette organisation est loin d'avoir complètement disparu, tandis que le choix de l'être ou de l'avoir se fait de plus en plus un par un, et non pour tous. Bon. Ça, c'est le troisième petit extrait que je voulais vous lire. Et je voulais vous le lire pourquoi ? Parce que c'est là on arrive dans les perspectives de ce livre, ce sur quoi il ouvre. Il me semble qu'il y a, à certains passages, il y a une thèse encore plus ambitieuse dans ce livre. Et notamment sur cette question-là. Parce que, c'est là où viendra la question, j'ai l'impression que Gisèle Chaboudez met dos à dos un mythe qu'elle décrit comme un mythe lacanien, c'est-à-dire qu'elle se réfère à une lecture de Lacan, de Ève, assimilant la position de M et la position du féminin dans une certaine possession, d'un certain savoir du phallus, au mythe du père mort et de la horde primitive. Comme si, en fait, le mythe fondateur du patriarcat était contrebalancé par ce mythe qu'elle nous ramène, en fait, comme ça, mais très, très subtilement. Elle met pas des gros sabots, elle n'arrive pas comme ça, tambour battant. Non, c'est très subtil. Et ce mythe vient, et là, dans tout le livre, et puis il nous ouvre effectivement à une question, c'est-à-dire, justement, dans quelle mesure elle promeut, ou elle lie notre époque à travers l'avènement de ce mythe-là, peut-être au détriment du mythe privilégié par la psychanalyse, d'un patriarcat et du père mort qui en réfère, disons, son organisation ou sa narration. Voilà, ça c'était ce qu'elle pouvait en penser qui m'interrogeait, c'est-à-dire comment elle s'était saisie de cette question du mythe d'Ève et de la lecture de Lacan, et qu'est-ce qu'elle en pensait aussi par rapport à la situation actuelle, plus globalement, au-delà même du sujet spécifique du féminin. Alors, je termine sur une dernière question, du coup, c'est la deuxième et dernière, et qui est un peu problématique, pour tout vous dire, je ne savais pas très bien comment la tourner. Elle part d'une phrase de Lacan, qui est une phrase de 75, je vous la lis, il y a des passages que j'ai tronqués parce qu'elle est un peu longue. Lacan dit « La femme se définit d'être du pas toutes. C'est en elle-même qu'elles sont pas toutes, à savoir qu'elles ne se prêtent pas à la généralisation. » Là, il y a un problème. Il y a un problème pourquoi ? Parce que ce que vous suggérez, enfin ce que Lacan peut suggérer, c'est que du coup, il n'y a pas de théorie du féminisme. Parce que toute théorie suppose un tant soit peu de la généralisation. C'est un gros problème. On va s'arrêter sur ce gros problème et puis j'espère que vous aurez l'occasion de répondre. Merci, vraiment. C'est un plaisir infini de vous écouter parler de ce travail. Là aussi, je prends d'abord les toutes petites choses et puis on va revenir sur les grandes choses dans le débat tout à l'heure. Vous disiez je perds pas de temps ou je veux pas en perdre. C'est vrai, mais c'est aussi que je pense que la psychanalyse en a beaucoup perdu. Vraiment beaucoup. Mieux vaut tard que jamais, mais vraiment elle en a beaucoup perdu, je trouve. Vous
vous rendez compte que ce dont on parle, ce que Claude Noël reprenait, ce que on va peut-être enfin commencer à véritablement discuter sur l'usage de cette logique Patou 50 ans. à 50 ans. Vous vous rendez compte? C'est effrayant. C'est effrayant. Bon. La deuxième chose, c'est un point très drôle et très intéressant qui m'intéresse énormément. C'est vrai que j'ai eu envie, en faisant ce livre, d'éclairer le patou avec le tout. Le patou de Lacan, du féminin, avec le tout que m'a paru pouvoir déceler et que beaucoup de gens, après tout, peuvent déceler, même s'ils ne le mettent pas en logique, dans les discours féministes, du moins ceux qui m'ont le plus intéressé. J'ai fait une sélection, bien sûr. Évidemment, il y a des bibliothèques entières de discours féministes, sans parler des études de genre. J'ai sélectionné ceux qui me parlaient véritablement. Bon. Et vous avez retourné ça d'une manière, je trouve, extrêmement intéressante, en disant qu'au fond, ce patou éclairait le tout. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et je dois dire que ça rejoint le troisième point sur lequel ce que vous dites m'intéresse énormément, qui est que, oui, il y a évidemment en arrière-plan, et pas tellement en arrière-plan d'ailleurs, un discours sur le masculin dans mon livre. Vous avez tout à fait raison. C'est un discours qui, en effet, prend la mesure de ce que le masculin, à la fois, a eu à mettre en œuvre et disons, doit subir dans les évolutions comme celle qui se produit à l'heure actuelle. Évidemment, je pars du féminin, donc je n'avais pas à traiter ou n'avais pas l'intention de traiter cette question sous la forme d'énoncés concernant le masculin à proprement parler, mais je relève absolument le défi et je vous propose que nous ayons un colloque ou une rencontre ou un séminaire ou n'importe quoi de cet ordre sur le masculin d'ici quelques mois ou d'ici une année. Il faut absolument que nous abordions ce sujet maintenant. Sur le masculin et pas tout. Ah ben, à partir cette fois du masculin. Oui, par exemple. À partir cette fois du masculin. Donc oui, c'est très très intéressant. Là, le quatrième point, et puis après je vais vous dire juste quelques mots que j'ai préparés pour ce soir. Le quatrième point sur Ève inventant la langue, vous savez, dans tout ce travail de dressage, pour le coup, que je poursuis depuis 1995, chaque fois, donc sur le texte de Lacan, bien sûr, puisque c'est mon matériau fondamental, chaque fois, je n'ai que quelques phrases pour avancer ce que j'avance, qui certes sont des citations, mais comme vous savez, Lacan ne reprend pas ces citations, ou à peine, ou presque jamais, de telle sorte que c'est pas un désert, et pour cause, c'est même un monde extrêmement habité, mais on a chaque fois à prélever ça, mais d'une façon, c'est une véritable extraction. Et à chaque étape, comme Alain le remarquait, lui qui vraiment a été au cœur de ce travail depuis si longtemps, qu'en effet je m'y tiens, et qu'en effet pour le pousser plus loin à chaque étape, mais chaque étape je n'ai pas plus que quelques phrases pour le pousser plus loin de Lacan, sur lesquelles je m'appuie en effet, et bon, je ne peux faire que comme ça, chacun a sa méthode de travail, je ne peux travailler que comme ça, après tout, ça me plaît comme ça bien sûr, mais c'est très peu de choses. Comme matériel de base, disons. Hein. Ça exige une véritable interprétation. Donc sur Ève, c'est pareil. Sur Ève, vous avez, en plus, ça fait partie, vous le savez sûrement, des dernières élaborations de Lacan. C'est à partir du symptôme, hein, du séminaire Le Symptôme. C'est très tardif, c'est très allusif, ça tient en 2 phrases. C'est rien du tout. Mais sauf que ces 2 phrases-là apportent un point de capiton monumental à tout ce qu'il a dit précédemment. Alors, vous le mettez en regard de la horde
du mythe de la Horde. Peut-être, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, on pourra y réfléchir. Peut-être, oui, bon, pourquoi pas. Je veux dire que ça ne peut en tout cas absolument pas être symétrique. Parce que, d'abord parce que le patou, c'est jamais symétrique. C'est toujours, comme disait Marie Pesanti, dans la décoïncidence. C'est toujours quelque chose qui ne s'oppose pas en miroir à ceci ou à cela. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours un pied dans le discours, un pied hors du discours. Et de fait, il y a donc cette espèce de déséquilibre permanent qui fait que on ne peut en aucun cas les opposer en miroir. Mais là aussi, je vous propose vraiment avec grand plaisir qu'on reprenne cette question dans un débat sur le masculin, donc par rapport au patou. Quoi dire? Alors, évidemment, c'est un très grand plaisir et ça m'est infiniment précieux, les interventions de ce soir, pour différentes raisons et à différents égards. Avec Alain, parce qu'on fait une bonne équipe depuis un certain temps déjà, ça fait assez longtemps, sur des domaines extrêmement différents. Avec Claude Noël, parce que on a déjà travaillé ensemble sur ce sujet, on a déjà constaté combien cette logique était essentielle et combien elle était méconnue, mésutilisée, voire pas utilisée du tout. J'entends souvent des ricanements dès qu'on parle du patou. Encore dans le lacanisme, j'entends. Hein. C'est qu'on m'appelait Madame Patou. Voilà. Donc il faut le savoir quand même, il faut le savoir. Et c'est préoccupant, vraiment. C'est préoccupant et c'est actif dans le retard dont je parlais. Le retard de la psychanalyse, y compris lacanienne. Et puis Louis, c'est vraiment un grand plaisir parce que je l'ai sollicité pour améliorer mon texte à l'origine, vous vous souvenez, hein, afin évidemment donc avec ses remarques, afin d'avoir son avis sur la compréhension d'un tel texte par un regard, alors je dirais neuf, mais neuf par son âge. Évidemment, il n'est pas tellement neuf au regard des réflexions qu'il a déjà. Bon. Évidemment, ça m'a été extrêmement précieux. Et donc, le travail avec lui dans la mise au point, disons, du manuscrit m'a beaucoup servi. Bien, alors, je vais très vite sur quelques réflexions que je vous avais préparées. Évidemment, présenter une logique autre que la nôtre pour faire mieux entendre la nôtre, c'est déjà une démarche un peu particulière. Donc, présenter le tout pour mieux faire entendre le patou, ce qui était mon but, c'est très particulier. Mais après tout, plus le temps passe et plus je pense que c'est nécessaire. Je veux dire que si le patou ne s'entend pas, c'est aussi parce qu'il est très difficile à entendre. Alors, fort heureusement, comme Claude Noël le disait, il n'est plus muet. Il n'est plus muet à condition effectivement de le dire. Mais surtout, il n'a plus rien à voir avec une conception qui vraiment m'insupportait profondément. À l'époque de l'école freudienne et même dans la suite, ce qui était une espèce d'air un peu comme ça, mystique concernant le féminin, pour juger que le féminin était ineffable. C'est tout à fait... Alors là, on comprend pourquoi la psychanalyse prend du retard, avec des notions comme ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est... Évidemment, ça, c'est... Comment ? Non, parce qu'on a les photos des surréalistes là. Oui. C'était le reliquat surréaliste mais tout à fait. de Lacan et l'inspiration qui tout à fait. n'est pas négligeable sur cette tout à fait. idéalisation de la femme. Tout à fait, mais une idéalisation très préoccupante parce que le résultat est catastrophique. Mais voilà. Le résultat vraiment. Alors, donc, un certain temps a passé maintenant depuis l'élaboration de cette réflexion, et en fait, il me semble de plus en plus évident qu'on doit appréhender en même temps les deux logiques. En effet, le tout avec le patou, parce que ça éclaire le patou, et je ne pense pas qu'on puisse très facilement l'éclairer autrement, et peut-être en effet le tout à l'aide du patou, à l'inverse. Avec cette dissymétrie là encore, parce que c'est là encore pas du tout symétrique, que si le patou ne prend véritablement son sens qu'au regard du tout, alors que le tout, en revanche, lui, il a vocation régulière, vous le savez, à faire cavalier seul.
C'est même pour ça qu'il y a une tendance presque irrésistible du discours vers le tout. Presque irrésistible, même avec une certaine traversée du patou, il y a toujours une tendance à revenir au tout, même quand on... Et c'est d'ailleurs pour ça que les passes, eh bien, on les refait. La passe, on la refait. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a cette tendance à revenir au tout. J'avais donc utilisé des féminités singulières, l'exemple de Thérèse d'Avila, parce que je trouvais que c'est un exemple extrêmement puissant pour nous faire entendre que on ne comprend pas en quoi a consisté la démarche extrêmement fondatrice de Thérèse d'Avila si on ne voit pas aussi qu'elle était à plein, vraiment à plein dans la fonction phallique du discours, c'est-à-dire dans la jouissance phallique, et pas seulement dans cette jouissance autre des extases et des écrits. On ne le comprend pas, et donc l'exemple de Thérèse d'Avila nous montre à quel point le patou s'est aussi passé d'une jouissance à une autre. C'est aussi cette alternance qui n'est pas... cette alternance qui peut se formuler dans une alternative, c'est ou ceci ou cela, sauf que c'est une alternative qui n'est pas exclusive, contrairement à l'alternative de la logique du tout, qui, elle, est exclusive. Donc c'est ou ceci ou cela, ou la jouissance phallique ou la jouissance autre, en effet, mais on passe de l'un à l'autre. Et en effet, au point que ce passage de l'un à l'autre nourrit certainement la façon d'aborder la fonction phallique, pas du tout de la même façon que dans la logique du tout, et la jouissance phallique aussi. On a cette phrase de Lacan que j'aime bien, qui est vraiment à avoir en tête, que pas une des femmes ne s'en tient à cette jouissance autre. Ce qui veut dire que chacune est aussi dans, évidemment, la jouissance phallique. Bien sûr. Alors, c'est d'autant plus important, me semble-t-il, de s'atteler à une lecture de deux logiques en même temps, cette logique du tout, cette logique du pas tout, que par rapport au discours féministe, que vous le savez aujourd'hui, si pas une femme ne s'en tient à la jouissance autre, par contre, on sait bien combien, beaucoup, de plus en plus peut-être, s'en tiennent à la jouissance phallique aujourd'hui, et les revendiquent comme telle. Et notamment les discours féministes, à ceci près. Et c'est là que c'est pas si facile. Nous avons tendance à lire cette démarche comme une démarche proprement masculine, puisque ça te définit exactement du masculin tel que Lacan l'a défini, à savoir d'être tout phallique, au lieu du féminin qu'il a décrit, de n'être pas tout dans la fonction phallique, donc pas tout phallique. Cependant, j'ai une prudence pour ma part, et un certain appel à la prudence pour nous en général, de ne pas nous précipiter pour juger masculine ces démarches des jeunes femmes actuelles qui choisissent la jouissance toute phallique, ou la logique toute phallique et par la jouissance phallique uniquement, pour des tas de raisons, entre autres. Parce que vous savez que les discours féministes, quand ils revendiquent une certaine logique du tout, à l'heure actuelle, ils la considèrent comme neutre. Ils ont bien compris d'une certaine façon que le phallus est asexué. Donc, ils la traduisent comme neutre. Et d'une certaine façon, ils considèrent que c'est nous qui sommes en retard à considérer que le phallus se prêterait, disons, à une position ou une logique plutôt féminine et une autre plutôt masculine. Or, ce débat, il n'a pas encore eu lieu. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de débats qui a eu lieu jusqu'à présent avec les discours féministes. Mais celui-là aussi, il faudra qu'il ait lieu. Il faudra que nous voyions à l'avenir qu'est-ce que devient cette revendication d'un genre neutre qui pour nous se présente totalement en logique du tout, c'est-à-dire en logique masculine, mais qui pour eux pas du tout, alors qu'ils connaissent très bien évidemment l'aspect phallique de leur revendication, ils ne peuvent pas se tromper là-dessus. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse aussi facilement les désigner seulement comme masculines.
Et puis d'autre part, il se dévoile de plus en plus aujourd'hui combien le choix du sexe, c'est-à-dire plutôt le choix du genre, se décide un par un, de façon en effet indépendante, en partie, pas totalement, mais en partie, du sexe, puisque le sexe, bonjour, intervient aussi de façon préférentielle, disons, dans le choix. Et pour toutes ces raisons-là, on aura, on devrait avoir, ça serait logique et ça serait souhaitable, un débat sur cette question du neutre qui pour nous apparaît essentiellement en logique masculine. On assiste en quelque sorte à quelque chose qui, certes, est une méconnaissance de la pensée psychanalytique sur la logique du patou, c'est évident, elle est méconnue. De toute façon, comment serait-elle connue des discours féministes alors qu'elle est déjà méconnue des lacaniens? Donc, bien sûr, mais en même temps, je suis convaincue que si ce débat avait lieu maintenant, des représentants des discours féministes nous répondraient « Le patou, non merci ». Non, mais oui, c'est évident. Non, merci. Non, merci. Très peu pour moi, le patou. Parce qu'on s'en tient, nous, au tout phallique revendiqué en dénonçant le tout phallique en miroir du masculin. Donc, c'est une persistance du choix dans la logique du tout qui est opposée à l'heure actuelle, radicalement opposée à l'heure actuelle à ce que la logique du patou permet. Et je vais vous donner un exemple d'une chose qui est en dehors de notre champ, mais que j'aime beaucoup. J'ai fait il y a quelque temps une chronique sur un site qui fait des chroniques d'opéra, d'une très belle représentation de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir au mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, c'est ce mythe donc évidemment que tout le monde connaît, qui fait mourir une femme après avoir marché sur un serpent pour fuir le désir d'un berger dans la forêt, et que son époux Orphée, par conséquent, le musicien, a le droit de venir chercher aux enfers à la condition de ne pas la regarder jusqu'à la sortie, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la terre, la surface de la terre. Alors, ne pas la regarder, il est passionnant ce mythe. Ne pas la regarder, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas la désirer par définition. C'est-à-dire qu'elle accepte, qu'elle doive accepter, et sans savoir pourquoi, bien sûr, ça fait partie du mythe, sans savoir pourquoi, ni sans savoir que c'est passager, qu'elle accepte en somme cette femme d'être aimée, puisqu'il est venu la chercher, sans être désirée. Sans être désirée. Or, la bascule fondamentale de ce mythe, c'est précisément Gluck. Gluck, pourquoi? Parce que Gluck, on sait que tout l'opéra de Gluck dit justement qu'elle ne l'accepte pas, Eurydice, qu'elle exige d'être regardée, d'être désirée, qu'elle préfère mourir à nouveau plutôt que d'être aimée sans être désirée. C'est très clair dans le texte. Et qu'Orphée cède par conséquent, la fait mourir à nouveau, etc. C'est donc une mise en perspective en ce XVIIIe siècle. Il y avait bien sûr la version viennoise, mais il y a eu la reprise avec Marie-Antoinette de cet opéra. Donc, c'est une mise en perspective extraordinaire du désir des femmes. Du désir des femmes. Alors certes, Gluck, apparemment, on dirait qu'il se repent et il ajoute un happy end où on les rassemble à nouveau, etc. Ça n'arrange rien, bien entendu. La question reste, parce que le mythe grec, vous le connaissez, le mythe grec, lui, qui était à l'origine lié au mystère, eh bien, il disait tout autre chose. La fin du mythe laissait Orphée désormais en proie aux ménades, dont il refusait les avances, et qui le mettait en pièces, les jetait à l'eau, et on disait bien sûr que sa tête continuait de chanter seule. Les Grecs, eux, ne plaisantaient pas avec le désir des femmes, et notamment le désir d'être désiré. Il n'y a qu'à voir Médée. Plaisante pas avec ça. Et donc, dans ce mythe, ce n'est pas du tout parce que Eurydice
dans le mythe grec, qu'Eurydice l'exige qu'Orphée finit par se retourner à la fin. Le texte du mythe le dit, c'est parce que, en jouant de la lyre pour qu'elle suive le son derrière lui dans la pénombre, à un moment donné, il ne l'entend plus avancer, il a un doute parce qu'il ne l'entend plus avancer, et il ne résiste pas à se retourner pour vérifier qu'elle le suit bien. C'est tout. C'est pas du désir. Et surtout pas de la regarder. C'est de l'inquiétude. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même mise en œuvre, c'est-à-dire la même mise en mythe du désir des femmes à deux époques, évidemment dans des contextes infiniment différents. C'est logique du tout, donc, tout excessive soit-elle, eh bien, il faut avoir en tête, et je l'ai en tête, ça fait partie de ce livre, ça fait partie du parcours que je fais, d'avoir en tête que elles sont certainement excessives, mais qu'enfin, ce sont elles qui, après tout, ont à juste titre secoué un peu les psychanalystes, quand les psychanalystes se contentaient d'épeler la grammaire phallique pour définir le féminin en défaut au regard d'un masculin en excès. D'une manière donc parallèle à ce que dictait la loi sexuelle, et sans voir la dimension éminemment politique que ça comportait, en effet. Donc, voilà. Je pense qu'il faut avoir vraiment ces questions, pour le coup, de pas tout en tête. Certes, le débat va se poursuivre, et il va se poursuivre à espace analytique avec les prochaines journées notamment, parce que la grammaire phallique est présente dans l'inconscient, c'est même en ça qu'on est fondé à avoir pris comme sujet ce thème de l'inconscience et la politique, qui est un thème, curieusement, qui n'a pas non plus été repris par les lacaniens, ou très peu. On a repris quelques thèmes sur les passages, les passerelles, avec Marx, avec ceci, cela, mais pas pour l'enjeu que ça représente pour la psychanalyse. C'est un enjeu fondamental. Lacan a traité là aussi, il n'y a que quelques phrases. L'inconscience et la politique. Il n'y en a pas 36. C'est quelques phrases. Et pourtant, sans le dire, depuis très très longtemps, il a formé tous les outils pour qu'on puisse non seulement entendre cette phrase, l'inconscience et la politique, mais lui donner ses conséquences pour la théorie psychanalytique en son ensemble et pour les enjeux de la psychanalyse en leur ensemble. Voilà les petites choses que j'avais préparées. Est-ce que j'ai le temps de répondre plus précisément aux questions de Claude Noël et de tant qu'on ne nous met pas dehors, on va poursuivre un petit peu. La dernière question, j'avais noté la dernière question de Louis, mais je ne m'en souviens plus. C'est sur la question de la possibilité de l'existence d'une théorie du genre à partir de la réfutation de la généralisation. C'était à partir d'une citation. Oui. Sur la possibilité de l'existence d'une théorie du genre, d'une théorie du genre en général, et une théorie du féminin. De par, bien entendu, de par la non-validité d'un tout, qui soit d'ailleurs féminin ou masculin, à ceci près, parce que là non plus c'est pas du tout symétrique, à ceci près que si Lacan à juste titre fait remarquer que si la femme n'existe pas, l'homme lui existe, l'homme avec un grand H, exactement tel que vous l'avez repris et souligné, c'est-à-dire au fond, je suis très d'accord avec la remarque que vous avez faite sur le glissement qu'a opéré le patriarcat, c'est-à-dire l'homme, ce tout auquel il a été, on peut dire, assigné. On peut là reprendre le terme par lequel les études de genre précisément gèrent le choix subjectif du sexe, en méconnaissant justement la part subjective inéliminable du sexe, donc du genre. Mais par contre, le terme d'assigné convient très bien pour désigner ce qui a été, de par la loi sexuelle, c'est-à-dire de par la répartition des fonctions de l'être et de l'avoir entre les deux sexes,
évidemment au masculin avec l'implication féminine dans cette fonction phallique, c'est une assignation. Et donc, si cet universel n'est plus reconnu comme valide, ce qui est le cas, évidemment, non seulement de nos jours, dans la pensée, les pensées, les discours du siècle, mais aussi, évidemment, avec la construction lacanienne de plus en plus, si donc un universel ne peut pas tenir, à commencer par le féminin, il ne tient pas tellement plus par rapport au masculin, puisque de toute façon, c'est aussi une assignation. Et qu'on ne peut, en psychanalyse, en aucun cas renouveler une assignation. En aucun cas. On ne peut en aucun cas édicter de nouvelles normes, que ce soit celle du patou et celle du tout. C'est-à-dire qu'avec les logiques sexuées, Lacan n'a absolument pas décrit de nouvelles normes. Absolument pas. Il a juste décrit comment ça pouvait se répartir et comment le choix pouvait s'opérer. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, vous avez répondu, mais en fait, le problème que ça me pose, c'est... Je vous posais cette question-là et j'ai exprimé mon embarras à la poser aussi parce que ça biaise le dialogue possible. Parce que ce que ça implique, c'est finalement une réfutation des conditions même de l'organisation du discours, justement, des féminismes et des théories du genre. C'est-à-dire que ça revient à leur dire qu'il n'y a pas de théorie possible sur le féminisme. Donc à partir de là, c'est compliqué de construire un dialogue aussi ouverte soit votre pensée, et aussi ouverte soit la problématique spécifique et les hypothèses de votre livre. Donc c'est une question qui me fait réfléchir et qui est problématique dans la foulée aussi de ce livre et puis dans la réalité de ce que ça suppose. C'est-à-dire que vous allez le présenter, vous allez justement entrer en discussion et peut-être en débat, et peut-être en controverse avec des gens, avec ce présupposé que d'une certaine manière, ce que vous impliquez dans votre livre, ça ne reconnaît pas le bien fondé d'une théorie du féminisme. Ce qui est questionnant. Alors, juste quand même une nuance. Ce que vous dites sous-entendrait qu'il n'y aurait de théorie du féminisme que du tout. Moi, je me suis intéressée au discours du tout, pour les raisons que j'ai dites, dans le féminisme, en disant que c'était l'essentiel de ce qu'on avait eu, de ce qu'on avait vu. Il ne faut pas oublier qu'on a eu, notamment à la période de l'école freudienne, des discours qui relevaient beaucoup moins du tout que ceux qui se sont radicalisés depuis. Hein. Au point d'ailleurs que la collaboration entre psychanalyse et féminisme à l'époque était non seulement pas du tout inenvisageable, mais même parfaitement envisagée. Alors au point que certes il y a eu un petit peu comme ça des petits passages à l'acte, voilà, pour essayer d'imposer une militante féministe au sein même de l'école freudienne qui elle-même était encore extrêmement fragile et c'était vraiment pas... Mais justement, voilà une qui s'est érigée en grande mère du tout des femmes. C'est ça. C'est quand même la mère supérieure. C'est ça. C'est pour ça qu'en aucun cas ça n'était tenable de la proposer à l'école freudienne de Paris au moment de l'élaboration de la logique du patou, bien entendu. Non, c'est bon. Mais à la même époque, il y avait quand même les travaux de Michel Montrellet, il y avait quand même un certain nombre de choses qui ne relevaient pas des discours qui se sont radicalisés depuis à ce point-là. On était dans une autre époque. Quand même qui fixait aussi le féminin dans la mer, donc dans le ravage. Tu vois, c'était du côté du ravage. Donc je ne sais pas si c'est mieux. Hein, Ah non, mais je ne suis pas en train de dire que c'est mieux. Oui. Je veux dire simplement que c'est... Et d'ailleurs, je pense que le discours d'Antoinette Fouque aussi relevait du ravage, absolument. Ouais. Du tout. Aussi relevait du tout. Aussi, bien sûr. Combien elle a ravagé. Tout à fait. Les femmes. Je suis très d'accord avec l'objection que tu viens de faire sur le fait que, et j'en parlais avec les New-Yorkais la semaine dernière, sur le fait que... les discours qui sont... On m'a objecté par exemple une fois que non, c'était pas tous les discours féministes qui étaient les discours du tout. La preuve, il y avait des discours féministes qui parlaient de la femme et de la mère.
Alors pour eux, c'était ça le patou. Et évidemment, je ne suis absolument pas d'accord, au sens où en aucun cas le patou, c'est entre femme et mère. Le patou, c'est au sein même d'une femme, entre jouissance phallique et jouissance haute, c'est-à-dire fonction phallique et hors fonction phallique. Il y a aussi un autre... Oui, vas-y. Non. Continue. Il y a aussi juste un autre point sur lequel je crois que l'idée ne s'est pas encore faite. C'est que le patou, on ne peut le concevoir qu'en réalisant que s'il fonctionne, c'est hors discours. Il ne fonctionne pas dans le discours. Il n'est pas... Et d'ailleurs, quand je parlais du tressage de l'amour, voilà, je voulais répondre à la remarque aussi de Claude Noël, quand je parlais du tressage de l'amour qu'une femme peut opérer, je soulignais combien c'est parce qu'elle n'appartient pas, elle ne se réfère pas uniquement à la fonction phallique qu'elle peut l'effectuer, mais j'ai souligné aussi que c'est aussi parce que ce tressage s'effectue hors discours. C'est très concret, c'est extrêmement concret, c'est que ça passe par des actes. Ça passe par des actes, ça passe pas par des dits. Quand tu reprenais la phrase que je citais de Lacan, il faudrait quand même bien s'apercevoir que ce sont quand même les femmes qui ont les hommes. Évidemment, il parle du hors-discours, puisqu'il sait très bien, comme tout le monde, que dans le discours, c'est les hommes qui ont les femmes. Et donc, si on ne prend pas là aussi, ces deux dimensions du discours et du hors-discours, de ce qui se passe au singulier, par exemple dans un couple, comme hors-discours, qui peut justifier à ce moment-là ce que Lacan considérait, à savoir que dès le moment où une femme peut jouir du corps de l'autre, de par la position de sa jouissance à elle, ça consiste à l'avoir. C'est ça, avoir quelqu'un. C'est pouvoir jouir de son corps. Et c'est d'ailleurs pour la même raison que Lacan disait que l'homme ne peut pas l'homme ne peut pas avoir la femme, parce qu'il soulignait tout. Il n'a qu'un bout de corps. Oui. Voilà. Il ne peut pas avoir la femme. Et que donc, si c'était dans le discours, c'était purement dans l'idée qu'il l'avait, parce que de toute façon, il ne l'avait pas. Mais que c'était parce que il ne pouvait pas jouir de son corps comme autre, parce qu'il ne jouissait en effet que de cette jouissance phallique qui ne permettait pas de jouir du corps de l'autre, notamment de par la détumescence, bien sûr, c'est-à-dire de tout ce que le langage a fait de la détumescence, ce signifiant phallique qui coupe la jouissance du corps de l'autre. Vas-y. Non, ce que tu dis est très très juste et extrêmement intéressant. Il faut dire un truc très banal, mais qu'il faut peut-être rappeler fondamentalement, c'est que quand on parle d'hommes et de femmes, et qu'on l'écrit à partir des formules de la sexuation, qu'on pense à partir de là, on n'a pas nécessairement affaire à un partage biologique, sexologique, entre le masculin et le féminin. Or, c'est vrai qu'on est toujours dans ce malentendu-là quand on parle avec des militants, parce que on est dans un moment, ça, il faudrait l'interroger, d'une sociologisation des positions. L'exemple que je donne, c'est le d'où parles-tu. D'où parles-tu alors hétérosexuel, blanc, bourgeois, je ne sais quoi, etc. Et donc, comme si là, il n'y a plus aucune singularité possible d'une parole. Et je pense à un de mes patients, ce qui m'a beaucoup appris il y a très longtemps, qui était un hétérosexuel, bourgeois, blanc, tout ce qu'on voulait. Et la fin de son analyse, c'est lui qui a dit cette phrase comme ça, mais celle-là lui-même est complètement dégoûté, et c'était particulièrement vrai. Il a dit, mais j'aime ma femme, et donc il était femme, d'un amour lesbien. Et bien c'était vrai. La position à partir de laquelle il aimait sa femme, c'était une position féminine. Donc la question de la singularité voilà, et de la découpe biologique des sexes, c'est pour nous, voilà, c'est une question qui rend nos débats avec les féministes, etc., parfois très compliqués à tenir, parce que toute cette question du tout et du pas tout est extrêmement compliquée, elle ne recouvre pas la différence des sexes, ni même la différence des genres. Puisque pour Lacan, à la limite, là où le patou, dans la vraie amour, c'est là où le patou est en jeu, dit à la fin. Quand un homme aime, il est femme. Et Lacan a beaucoup joué sur ça.
l'identité sexuée, les côtés du tableau de les formes de la civilisation. Et je trouve une des très grandes forces du travail que tu fais, il faut rendre hommage aussi à ce que faisait Claude Noël, c'est justement de dégager, je pense à l'époque d'Asfer, etc., c'est de dégager de cette lecture extrêmement biologisante, à la limite de Lacan, qui fait que, voilà... Et on voit ces questions revenir dans les débats, par exemple, entre les groupes lesbiens et les trans. Il y a des tensions. Marie-Jo Bonnet, à très juste titre, avait soulevé cette question, qui est une question. Mais on est dans cette complexité. C'est pour ça que ton livre est formidable pour ça. Merci. On va peut-être s'arrêter. Oui, je crois. Sinon, on va s'imposer. On va peut-être s'arrêter. Après tout, une soirée très féconde. À moins que vous vouliez poser une question. C'est une soirée d'autant plus féconde qu'on a déjà le projet d'un colloque, ou d'un séminaire sur le masculin. Ça, c'est une très très bonne idée. Je trouve que c'est vrai. Il faudrait le faire. Et puis, voilà, des tas de perspectives de travail encore sur ce que Gisèle a ouvert sur la conscience et la politique, qui est à la fois... Louis l'a dit très bien, c'est à la fois juste une traduction de ce que Freud dit dans Mason Psychologie, c'est-à-dire la psychologie individuelle est aussitôt une psychologie sociale, etc. Il n'y a pas de différence entre les deux, et en même temps, ça ouvre une question considérable. Et en même temps, toute l'œuvre de Lacan. Eh oui. Voilà, exactement. Merci.